BFM Business, midi, l'heure H. L'invité avec Edwige Chevrillon. Notre invité, c'est Guillaume Pepy, l'ancien patron de la SNCF. Aujourd'hui, il vient de prendre les rênes d'Initiative France, ce premier réseau associatif qui accompagne et qui finance des gens qui ont parfois du mal à vouloir créer leur entreprise. Guillaume Pepy, merci d'être là. Merci d'être dans les studios de BFM Business. Il y a beaucoup de questions à avoir avec vous. D'abord, première question, c'est presque un peu de la provoque. Quand on a dirigé une grande entreprise publique comme la SNCF, vous avez passé en tout combien de temps en tout à la SNCF ? 12 ans comme PDG, oui, et puis avant, au total 25 ans. 25 ans, voilà, je savais que c'était 12 ans, parce que c'était 2008-2019, mais là, le 25 ans. Là, c'est associatif, c'est des toutes petites boîtes, c'est des cafés, c'est une épicerie, etc. Le choc, il est gigantesque, non, le choc culturel ? Oui. Absolument, mais en fait j'avais envie d'une nouvelle vie professionnelle et j'ai envie qu'elle soit consacrée à l'entreprise, mais aussi aux petites entreprises, pas que les grosses. Évidemment, j'ai la chance d'être administrateur chez Lagardère, mais c'est une grosse entreprise. Qui doit vous rapporter plus que de l'initiative. C'est bénévole. C'est associatif, c'est bénévole. Voilà. Mais là, si vous voulez, le défi, moi, qui aujourd'hui me motive, c'est que la crise va être très très dure, elle est déjà très dure. Il va y avoir des centaines de milliers de personnes qui vont se retrouver sur le marché du travail, soit des jeunes, soit des gens qui sont dans des plans de départ volontaires. Et la question c'est, est-ce qu'il y a suffisamment d'offres salariées pour tout le monde ? La réponse est non. La crise va être très difficile. Et par conséquent, l'idée, c'est tout simplement que des gens se posent la question, est-ce qu'au fond, je ne serais pas mieux si j'envisageais de créer mon propre emploi, parce que j'ai un projet, parce que j'ai une idée et je cherche à la mettre en œuvre. Et ce qui est génial en France, c'est qu'il y a des dispositifs qui permettent, et pour l'argent et pour l'accompagnement, de trouver une solution. On va y revenir largement, évidemment, parce que c'est très intéressant de voir cette démarche. C'est pour ça que Louis Schweitzer avant, vous ici, on vous demande, et je vous demande de venir pour en parler, parce que c'est quelque chose qu'il faut promouvoir, surtout qu'avec le chômage, ça peut être une solution pour les gens. D'abord, un mot quand même sur ce remaniement. J'imagine, vous connaissant, que vous avez regardé de près ce qui se passait. Ça vous inspire quoi ? Vous dites, il ne reste plus que 15 mois à faire des choses. Donc, gros boulot, hein. Gros boulot. Gros boulot. Il y a à la fois la réponse à la crise, d'où la nomination de Bruno Le Maire comme ministre de la Relance. Ça, c'est vraiment un signal, un symbole que je trouve important. Et puis l'autre, c'est la transition écologique. On en parle, mais personne n'a l'impression qu'on va assez vite ou qu'on prend les vraies décisions. Et c'est vrai que Barbara Pompili, que tout le monde connaît un petit peu, c'est une femme qui a présidé la commission à l'Assemblée nationale qui travaille ces sujets. Donc il y a beaucoup d'espoir, mais aussi beaucoup de pression sur elle. Oui, on se souvient, Barbara Pompili était très proche de Pascal Canfin. Déjà, on avait hésité, le président Hollande avait hésité entre elle ou Pascal Canfin, donc elle connaît très bien ces sujets-là. Cela dit, est-ce qu'elle est numéro 3 du gouvernement ? Il y a un affichage, mais la transition écologique, vous êtes bien placé pour le savoir, parce que la SNCF, évidemment, c'est très très important, hein, mais aussi dans tous les secteurs de transport. Est-ce que l'affichage est là, mais est-ce que c'est suffisant ? L'enjeu est colossal, non ? Oui, l'enjeu est colossal, mais je crois qu'il ne faut pas compter que sur l'État. L'État peut faire des lois, il peut créer des organismes, etc. Mais c'est aussi une question culturelle et c'est une question de chacun d'entre nous. C'est vrai, je prends moi l'exemple de mon ancien métier. Si on continue à regarder les uns ou les autres les possibilités avec les compagnies low cost d'aller à 1500 km le vendredi soir pour revenir le dimanche soir pour aller passer un week-end loin de chez soi par avion, il faut oublier de réduire les émissions de CO2 du transport aérien. Donc il y a aussi un changement de comportement. Mais moi, ce qui me frappe, c'est qu'on voit de plus en plus de jeunes et de jeunes entrepreneurs qui se disent la transition écologique, c'est pas seulement des mesures réglementaires, c'est aussi des bonnes idées à mettre en œuvre. J'en prends une. Le circuit court localement. Quand vous avez pendant la crise des tas de gens qui se mettent à créer leur boîte, c'est des services du Covid en quelque sorte, pour aller chercher des légumes, des fleurs, des produits localement et les apporter au domicile des gens qui n'ont pas toujours envie de se déplacer. Ça peut constituer une TPE, demain une très petite entreprise qui est viable. Parce que le changement des mentalités, c'est qu'au fond, on a quand même plutôt envie de consommer des choses qui ont été produites pas loin, plutôt que des choses qui ont été acheminées par avion de Thaïlande ou
ou des États-Unis. C'est sûr, juste encore une question. Le train sort quand même le grand vainqueur de cette transition écologique, non, par rapport à l'aviation. L'avion, lorsqu'on voit que Hop ne peut plus faire des vols domestiques, lorsque c'est plus de moins de 2h30. Ouais, faut pas opposer les choses. Il a été opposé par Bruno Le Maire, notamment. Non, il ne faut pas opposer les choses. Moi, j'ai passé 25 ans dans le transport collectif écologique, qui est le train. Et j'adore le train. Mais j'aime aussi l'avion. Simplement, c'est pas le même usage. Quand je vais en France ou quand je vais proche en Europe, demain je vais à Berne, etc., je vais en train. Bon, oui, ça prend 4 heures. Mais les émissions de CO2 sont 10 à 15 fois inférieures à celles de l'avion. Maintenant, il ne faut pas s'interdire un jour d'aller visiter le Japon ou d'aller rencontrer des amis en Amérique. Bon, simplement, voilà, chaque mode a sa zone, on va dire, normale de pertinence, et il faut que le critère écologique entre dans la tête de chacune et chacun d'entre nous, c'est-à-dire fasse partie du choix. Il y a le prix, il y a l'horaire, et puis après, il faut se dire, bon, attends, je vais quand même pas prendre l'avion là où je peux prendre le train. Oui, d'accord. Donc ça, c'est effectivement la transition écologique va sans doute un peu redonner ses heures de gloire au train. Et aux très petites entreprises. Et aux très petites entreprises. Alors, Initiative France, d'abord, vous nous expliquez pourquoi vous aviez envie de changer un petit peu de vie. Pourquoi vous avez décidé de prendre les rênes d'Initiative France? On vous l'a proposé, d'accord? Oui, d'abord c'est tout simple. Et vous mettez votre notoriété au sein de ce réseau. Oui, j'avais fait 12 années comme PDG de la SNCF et je pensais que demander un mandat de plus pour faire 17 ans, ça aurait été vraiment, comme on dit en politique, le mandat de trop. Donc je me suis dit, la SNCF, elle a droit aussi à une nouvelle équipe, à des gens neufs. Extrêmement différente. Et je me suis dit, moi j'ai envie de consacrer une nouvelle, on va dire, carrière professionnelle aux entreprises et particulièrement aux très petites entreprises. Parce que je pense qu'en France, il y a énormément d'inhibition. Combien on rencontre de gens, vous, moi, tout le monde, qui se disent « Ah, je créerais bien ma boîte ». Simplement, la phrase qui suit, c'est 1, j'ai pas les sous. Et 2, je vais me casser la figure parce que je suis pas... C'est extrêmement compliqué en France. Voilà. On est envahi par la technocratie, la bureaucratie et les papiers, quoi. Vous l'avez dit, sauf que là-dessus, il y a des réponses. Initiative France, c'est 215 associations partout en France. Et ces 215 associations, il y a 20 000 bénévoles qui sont là pour faire 2 choses. D'abord, ils distribuent des prêts pour que l'argent ne soit pas un obstacle à la création d'entreprises. Et surtout, ces 20 000 bénévoles, ils viennent de partout. Il y a des gens qui sont chefs d'entreprise. Il y a des gens qui sont retraités, mais ils couvrent à 360 degrés tous les besoins. Et donc, ils sont là pour vous accompagner dans la durée, pendant plusieurs années, pour que lorsque vous avez créé votre petite entreprise, quand vous avez un truc fiscal auquel vous comprenez rien, vous avez un parrain ou une marraine. Quand vous grattez la tête pour faire votre plan d'action commerciale, puis vous vous dites, j'ai pas assez de réseau, de connexion autour de moi, je vais voir l'association locale pour qu'elle m'aide à trouver des clients. Et puis, si j'ai un problème de trésorerie, j'arrive pas à m'en sortir, je vais voir aussi l'association. Voilà, c'est ça l'idée. En même temps, vous êtes quelqu'un du public, donc là, c'est du privé. Donc, un chef d'entreprise, c'est un chef d'entreprise. Vous savez, un chef d'entreprise du public, vous êtes bien placé pour savoir que c'est plus compliqué qu'un chef d'entreprise du privé. Le principe, ce dont il faut convaincre chacune et chacun, c'est que, au fond, la création d'entreprise, c'est la plus belle des aventures qu'on puisse avoir professionnellement. Parce que c'est une idée qui vient de vous. Qui l'eût cru que Guillaume Pépi prononce ces phrases? Mais attendez, moi, à la SNCF, j'ai eu la chance d'en créer pas mal des entreprises. On a créé voyagesncf.com. On a contribué à créer du covoiturage, de l'autopartage. On n'a pas cessé d'en créer. Donc maintenant. Et vous avez racheté des startups qui s'est devenu. Et on a racheté des startups, voilà. Donc c'est vraiment la plus belle aventure. La seule chose que Initiative France peut pas faire, c'est avoir l'idée à votre place. Si vous n'avez pas d'idée, si vous n'avez pas de projet, on ne pourra pas le faire à votre place. Mais quand il y a l'idée, il y a le projet. L'argent, j'ose le dire ici, c'est pas vraiment le problème. Et l'accompagnement, c'est pas vraiment le problème, c'est même la solution. Oui, en même temps, vous regardez, parce qu'il y a une enquête que vous avez faite au sein d'Initiative France. Je m'en souviens, Louis Schweitzer était venu la porter ici même. Il y en a 57% qui ont suspendu leur activité pendant la crise et 55% qui ont connu un chiffre d'affaires nul au mois d'avril. Comme tout le monde, je veux dire. Sauf que comme c'est petit... du coup, ils ont mis la clé sous la porte. Alors, donc on voit bien la difficulté de relancer quand même cette initiative. Le choc du Covid a été énorme, monstrueux, mais je dirais un peu comme les gamins, touchés mais pas coulés. Parce que ce qui est extraordinaire, c'est qu'effectivement, tous ces chefs d'entreprise de très petites entreprises, ils ont eu un chiffre d'affaires nul et ils se sont même pas rémunérés d'1 € pendant la période. Mais ils sont incroyablement optimistes, les 2 tiers,
Ils considèrent qu'ils ont été accompagnés pendant la période de la crise, et merci à l'État, parce que les fameux 1 500 € du fonds de solidarité, ça a marché. Merci aux régions. Y compris pour les entreprises créées par les cafés, les petites 1500, boutiques. Et là où c'est remarquable, c'est que les fameux 1 500 €, ils n'ont pas été versés 3 mois après, ils ont été versés généralement entre 10 et 15 jours après la demande. Merci aux régions qui ont mis en place des prêts d'urgence. Et par exemple, nous, on a travaillé avec la région Nouvelle-Aquitaine et on a dû trouver 30 bénévoles supplémentaires pour distribuer aux gens qui le justifiaient les fameux prêts d'urgence de la région Nouvelle-Aquitaine. Donc les régions ont été super réactives et maintenant, ces fameuses toutes petites entreprises, au fond, elles disent on est décidé à continuer, on ne va pas mettre la clé sous la porte, mais on a besoin de 2 choses. On a d'abord besoin de retrouver des clients. Donc vive la consommation, il faut que les gens cessent d'épargner trop et que les gens dépensent un peu leurs sous. Et puis la deuxième chose, c'est qu'on a vraiment besoin qu'on nous accompagne pendant la période parce qu'on va marcher un peu sur le fil du rasoir. Et donc l'accompagnement par des chefs d'entreprise un peu chevronnés, du temps passé avec nous pour nous rassurer, pour nous indiquer ce qu'il faut faire, pour nous indiquer les démarches, ça va nous aider. Tiens, Alain Griset, président de l'U2P, je ne sais pas si vous le connaissez. Non, mais je vais les artisans, avec lui qui était encore il y a quelques jours, qui devient ministre. Donc c'est quelqu'un, un partenaire social, un syndicaliste patronal, qui devient ministre, enfin ministre délégué. Qu'est-ce que vous en pensez? Que du bien, je ne le connais pas, je vais aller me présenter. Mais si on veut qu'en France, on casse les inhibitions et l'autocensure à la création de toutes petites entreprises, il faut que tout le monde fasse ensemble. On ne peut pas faire seul. Initiative France, on trouve les renseignements sur le site initiativefrance.fr, c'est 215 associations. Mais on ne peut rien faire seul. Il faut avoir les régions, il faut avoir les banques. Ouais. Parce que la caractéristique du système, c'est qu'Initiative France vous donne un prêt d'honneur, environ 10 000 €, tout de suite. Et avec ce prêt d'honneur, vous allez voir votre banque, et votre banque automatiquement peut vous prêter de l'ordre de 100 000 € pour votre projet d'entreprise. Automatiquement? Automatiquement. Ça veut dire qu'une fois vous avez un accord. L'examen de passage, on ne le fait pas 2 fois, on le fait 1 fois. D'accord. L'examen, il se fait. C'est vous qui le faites? C'est les bénévoles. France. Les bénévoles qui, dans chacune des régions, se réunissent, regardent le projet, est-ce que ça tient la route, est-ce que la personne est bien motivée, est-ce que le marché va répondre, et après, on se jette à l'eau. Le truc génial, c'est que 3 ans après, il y a 92% des entreprises qui ont été créées avec notre aide qui sont encore en activité. Et 8% même là après cette crise, C'est un très beau chiffre. Oui, non, c'est sûr. C'est justement Alain Griset. Et les banques et les assurances jouent le jeu. Ouais. On dit souvent en France, non mais les banques elles jouent pas le jeu. Sur la création de très petites entreprises, la BPI, qui est une banque formidable, joue le jeu, et les grands réseaux de banques nous font confiance. Quand quelqu'un a obtenu un prêt d'honneur, à ce moment-là, la banque lui fait un prêt à son entreprise en moyenne de 100 000 €. Donc le taux de faillite est de combien? 8%. Oui. C'est très peu. Oui, en même temps, c'est bien, pardon de le dire comme ça, mais il ne faut pas que tout le monde réussisse, parce que sinon, ça voudrait dire que c'est artificiel. Voilà, il y a des projets qui ne marchent pas. Oui, c'est la vie économique. Oui, c'est ce que disait donc Alain Griset, donc il y a quelques jours, ce même micro, qui disait c'est le premier. Il disait c'est le premier plan social de France, hein, les artisans et les petites entreprises. Mais en même temps, il y a des bonnes nouvelles, c'est-à-dire que la création de très petites entreprises, d'abord, c'est une des solutions pour pas déprimer quand on perd son job. Ça redonne de la confiance. Et moi, j'ai un exemple en tête de personne qui est comptable, par exemple, qui a un peu plus de 50 ans. Et quand on est comptable aujourd'hui de plus de 50 ans, c'est pas super facile de retrouver un poste de comptable dans une autre entreprise parce que tout ça est automatisé, etc. Intelligence artificielle. Bon, cette personne, on l'a aidée et on l'a aidé à reprendre un commerce qui était fermé. Et étant donné que cette personne est comptable, on lui fait une confiance sur le pilotage économique de son commerce. Mais ce qui est formidable, c'est que la personne tente l'opération dans un centre-ville où il y a un peu moins de monde qu'avant, de créer son entreprise et de reprendre un commerce. Voilà un bon exemple. Justement, on voit bien qu'il y a un problème dans les centres-villes en France. Il y a cette action qui s'appelait Action Cœur de Ville, qui avait été conduite par Julien Denormandie, qui était le ministre du Logement. Maintenant, il devient ministre de l'Agriculture. C'est une autre problématique. C'est Emmanuel Vargon qui prend sa place. Cœur de Ville, c'était de booster les centres-villes. En même temps, avec la crise du Covid, la Covid, on voit le nombre de baux qui sont à céder. C'est vrai. Mais en même temps, on voit aussi que plus personne n'a envie de faire
15-20 km dans les embouteillages avec sa voiture pour aller acheter des choses qu'on pourrait acheter finalement plus près de ses choix. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Parce que j'imagine quand même ça change. Vous venez de prendre la présidence, Guillaume Pepy, mais ça va changer un peu votre mode de fonctionnement parce que les problématiques sont plus identiques. Vous l'avez dit, là, il y a les circuits locaux, donc oui, c'est des opportunités. Ce qui est formidable dans Initiative France, c'est que c'est un réseau local avec de l'expertise nationale. Le réseau local, ça veut dire que, en fait, c'est les 215 associations avec tous ces bénévoles économiques, en quelque sorte. Et ce qui est formidable avec ces bénévoles, qui sont des hommes et des femmes qui ont eux-mêmes leur propre boîte, donc ils prennent sur leur temps. Profitez-en pour faire un appel à ceux qui nous écoutent. Hein. Oui, il y en a beaucoup qui sont justement soit des cadres, soit des dirigeants d'entreprise. Oui, on a besoin de bénévoles. Le réseau s'appelle Initiative-France et on a besoin notamment de bénévoles qui ont des compétences dans la technologie ou bien dans le digital, parce que c'est vrai qu'il faut qu'aujourd'hui on muscle nos compétences dans ce domaine, parce que plus personne ne va créer une entreprise sans avoir on va dire une activité digitale aussi. Et donc là-dessus, on a besoin de bénévoles supplémentaires. Bah oui, en plus c'est vraiment le créneau indispensable. Oui. Hein. Et tout ça aussi, ça rassure, parce qu'au fond, il y a un esprit d'entreprise dans cette association, et en même temps, c'est un esprit d'entreprise solidaire, c'est-à-dire qui agit au service de l'intérêt général et des autres. Donc moi, c'est pour ça que j'ai envie de m'engager. Qu'est-ce que peut faire le public? Tiens, vous qui venez du public, qui connaissez bien... Arrêtez de m'embêter avec le public. Mais si, mais non, parce que je trouve ça intéressant. Parce que je trouve on crée des boîtes dans le public aussi. Oui, non, mais ce que je veux dire, c'est on oppose toujours le public et le privé. Vous êtes d'accord avec moi? Je pense qu'on a tort. Oui, non, mais bien, je pense qu'on a tort. Voilà. Et donc vous, c'est de votre expérience, je vous mets pas en accusation, Guillaume Pepy, je dis juste qu'est-ce qu'on pourrait faire, d'abord pour faire comprendre à des gens qui travaillent que dans le public, je sais pas, à des cheminots, mais à d'autres, même à des soignants. Regardez l'opposition public-privé, même dans le théâtre, l'opposition public-privé. Parce qu'en France, qu'est-ce qu'on peut faire pour faire des ponts? On adore opposer les uns et les autres. C'est un sport national. Hein. D'abord, on regarde l'assiette des autres, qui est toujours mieux garnie, et puis on adore opposer idéologiquement les deux mondes. Moi, j'ai fait effectivement une partie de ma vie de manager et de dirigeant dans le public, mais aujourd'hui, c'est clair que les emplois, ils ne viendront pas du secteur public. C'est pas l'État qui peut tout en ce moment. Je pense au contraire qu'il y a des tas d'idées sur tout le territoire qui ne demandent qu'à être transformées en de futures entreprises. Et il y a un truc qui m'a frappé, je discutais avec l'association qui est en Île-de-France, au sud de l'Île-de-France. Ils avaient créé l'année dernière environ 150 entreprises, au cours de l'année. Et là, pendant la crise, juste après la fin du confinement, eh bien, ils ont eu, sur des demandes de prêts d'urgence, qui sont financées par Valérie Pécresse à la région, ils ont eu 50 dossiers par semaine. C'est-à-dire qu'en sortant de la crise du Covid, des tas de gens se sont dit, allez, certes c'est dramatique, mais c'est aussi une opportunité. Parce qu'il y a des nouveaux business à créer, il y a des nouveaux services à créer, et allons-y, on sera parmi les premiers. Oui, et puis c'est là où vous maintenant, avec votre casquette initiative, vous pouvez faire des choses. Mais il va falloir changer un petit peu de logiciel aussi, parce que la demande, elle va être très différente. Même ce que vous dites dans le numérique, très intéressant. Mais effectivement, si vous n'avez pas de parrain dans le numérique, il faut absolument vous en trouviez. Il faut appeler France Digital et Frédéric Mazzella pour trouver des... Oui, vous ne faites pas si bien dire. Je pense qu'il faudrait que Frédéric Mazzella, et je vais l'appeler, nous aide, parce qu'il a énormément de compétences et de savoir-faire dont ont besoin ceux qui ont envie de créer une entreprise. L'autre grand, dès qu'on parle de l'un, on parle de l'autre, mais enfin c'est vrai que c'est un peu les deux grandes directions qui doivent transformer notre économie, la transformation écologique. Là aussi, il y a des tas d'opportunités pour des petites entreprises. Alors, on a parlé des circuits locaux, des circuits courts, mais pas que. Ouais. Le grand sujet, c'est le recyclage quand même. Et le recyclage, il y a certes des gigantesques usines et installations industrielles, mais il y a aussi la collecte, qui est quelque chose de très compliqué et qui est assuré, on va dire, pas au mieux en France. Il faut qu'on se mette tous dans la tête qu'il y a 80 ou 90% de ce qu'on jette qui est réutilisable par d'autres. Et on a énormément, nous, de personnes qui sont tentées par l'aventure de récupérer un certain nombre d'objets que chez vous, vous jetez,
et qui peuvent recycler, être réutilisés. Et c'est Emmaüs, bien sûr, mais c'est pas que Emmaüs. Donc je pense que là aussi, il y a un champ de création d'entreprises. Toute dernière question, il nous reste 3 minutes. Guillaume Pépi, qu'est-ce que vous êtes allé faire chez Lagardère comme administrateur? On s'est demandé en disant pourquoi il apporte sa caution à un moment quand même extrêmement difficile pour le groupe, où on ne sait pas, on a un peu de manque de visibilité, on va dire ça. Lagardère, c'est typiquement une entreprise qui a une image qui n'est pas la réalité. La réalité de Lagardère, pardon, je vais être un peu cash. Mais allez-y, et moi je le serai, mais allez-y. Oui, c'est le 3e éditeur de livres au monde. Oui, bien sûr. Ça s'appelle Hachette. Oui. C'est dirigé par Arnaud Nourri, le 3e au monde. Et ça a envie d'être le 2e, et peut-être un jour, le 1er éditeur au monde. Et ce métier-là, c'est un métier qui est fondamental dans un pays parce que c'est la culture, c'est l'éducation, c'est la transmission des compétences. Et le 2e métier, c'est un métier qui économiquement est très important pour l'économie française. C'est tous les magasins qu'il y a dans les aéroports, qu'il y a dans les gares, qu'il y a dans les centres commerciaux. Oui, qu'on connaît peu, mais qui est un super business. Mais qui est énorme parce que c'est ça qui vend l'ensemble des produits de luxe français dans le monde. Et on sait la part de l'économie française qui est dans le luxe. Oui. Et donc notre objet, et là aussi, and so what, j'ai envie de dire, and so what? Eh ben, il faut pousser. Parce que Lagardère était actionnaire d'Airbus, qui était le premier avionneur, le deuxième avionneur mondial, maintenant qui est le premier. Voilà. Bon, mais aujourd'hui, il faut pousser cette entreprise à réussir. Moi, je suis que président du comité stratégique, donc j'essaye d'aider cette entreprise à réussir, c'est-à-dire à faire les bons investissements. On est plusieurs, hein. Moi je suis pas seul, on a un conseil autour, on essaye de faire les bons investissements, on essaye de trouver les bons financements pour qu'on puisse se dire en France dans 3 ans, dans 5 ans, par exemple, on a le 2e ou le 1er éditeur au monde ou on a le 2e ou 3e entreprise de travel retail. C'est ça l'intérêt. Ouais, et derrière, c'est énormément de milliers d'emplois et c'est des emplois de demain. Oui, en même temps, vous voyez bien qu'il y a il y a les plus grands prédateurs de la place de Paris qui sont invités d'une manière ou d'une autre, que ça soit Vincent Bolloré, Bernard Arnault, chacun qui lorgne sur une partie du groupe. Il y a le fonds Qatari aussi qui n'est pas complètement. C'est un signe d'intérêt pour ce groupe d'une certaine façon. Ça oui, mais non, une séparation. J'ose pas dire un mot plus fort, mais peut-être dissociation du groupe. Non, ça serait une énorme bêtise. Ça serait une énorme bêtise. Vous y croyez pas? Non, ça serait une énorme bêtise parce que dans ces métiers-là, la taille compte. Et aujourd'hui, la taille du groupe Lagardère, elle est même pas encore pas suffisante. Il faut que Lagardère fasse des acquisitions. Et Arnaud Lagardère, qui dirige le groupe, je sais qu'il y réfléchit, il propose des investissements. On est dans la période où une entreprise comme ça, à la fois c'est difficile de se financer, mais en même temps, c'est le moment d'investir. Ça veut dire, et tout ce qui est presse, Paris Match, Europe 1, tout ça, ça a vocation à rester? Ça, c'est à lui de l'en décider. Bien sûr, moi, mon opinion, c'est qu'il y a une petite partie du cœur de ce groupe qui est dans la presse et dans les médias. Je pense qu'il a peut-être envie d'en garder une partie et en même temps, il faut financer la croissance de ce groupe. Oui. Voilà. Bah, mais d'où ma question. C'est rassurant en France quand même. Sans polémique, d'où ma question. Oui. Oui. Donc je ne peux pas vous répondre parce que c'est lui qui décide et pas moi. Mais c'est important d'avoir en tête que Lagardère, c'est un nom un peu magique en France, hein, de l'industrie, vous l'avez dit, l'armement, l'avion, etc. C'est aujourd'hui un nom qui est associé à la culture et au voyage, et donc quelque part, ça fait partie du patrimoine français. Et donc ça doit le rester, on a compris le message. Merci beaucoup à Guillaume Pépi, donc Initiative France, vous avez créé votre entreprise. C'est le moment, vous avez compris, 10 000 € de prêt d'honneur. Derrière, automatiquement, on vous donne 100 000 €, ça vaut le coup dans tous les cas. Vous les prête, hein, on vous les prête, oui, on vous les prête. Oh, bah, par le temps qui court. Oui, remarquez les PGE, on peut se poser la question. Merci Guillaume Pépi d'avoir été avec nous.